Aujourd'hui, je te donne 3 astuces scientifiques pour sécher sans perdre de muscle. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de sèche et plus particulièrement de comment réussir à sécher sans perdre de muscle. Parce que pour réussir à perdre du gras, il faudra que tu te mettes dans un état de déficit calorique où tu consommes moins de calories que ce que tu as besoin pour te maintenir, ce qui va te permettre de non seulement perdre du gras, mais tu auras aussi tendance à perdre du muscle. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même les frais, puisque la première fois que j'ai fait une vraie sèche, au début ça marchait pas trop mal, je perdais surtout du gras, mais j'ai pas fait assez attention, j'étais trop agressif et je me suis retrouvé à perdre plein de muscles au passage, ce qui s'est vraiment senti quand j'ai essayé ensuite de reprendre du muscle derrière, j'avais perdu beaucoup en masse. Du coup, pour éviter ça, aujourd'hui je vais te donner 3 astuces basées sur la science qui te permettront de maintenir un maximum de muscles pendant ces phases de sèche. Et sans plus attendre, la première de ces astuces, ça va être le fait de monter tes protéines. Parce que déjà, de façon générale, en musculation, ces protéines, elles sont très importantes. Ça va être les briques élémentaires qui vont te permettre de construire du muscle, mais c'est encore plus vrai quand tu passes dans ces phases de déficit calorique. Et ça a été notamment mis en avant dans un article de 2014 de Phillips qui a fait le tour de la littérature sur l'impact de ces protéines dans ces phases de perte de gras. Et ce qui est ressorti, c'est que c'était un des macronutriments le plus important et que ça permettait non seulement de maintenir un maximum de muscles, mais ça avait aussi tendance à favoriser le fait de perdre du gras. Parce qu'entre autres, une forte consommation de protéines, ça te permet d'avoir un fort effet de satiété, c'est-à-dire que concrètement, tu as moins faim, mais ça entraîne aussi ce qu'on appelle un fort effet thermogénique, ça veut dire une augmentation de ton métabolisme, des calories que tu brûles à tout moment, par augmentation de ta température corporelle. Donc ça sert non seulement à maintenir du muscle, mais aussi à sécher plus efficacement. Et c'est quelque chose qui a été aussi mis en avant dans une étude de 2014 de Helms et ses collègues qui ont regardé l'impact de ces protéines dans ces phases de déficit aussi, et qui ont mis en avant que plus le déficit était fort et que plus c'était important d'avoir ces protéines élevées. C'était aussi d'autant plus vrai quand on était de plus en plus sec. Ça veut dire que quelqu'un de très sec qui est dans un très fort déficit calorique, il aura besoin de beaucoup plus de protéines que quelqu'un qui est dans une phase de prise de masse. Et il conseille même de prendre 2,3 à 3,1 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait 80 kg et qui traverse une phase de sèche, il devra manger plus de 240 grammes de protéines, ce qui est très élevé. Bon, je sais que c'est assez fréquent d'avoir peur de consommer trop de protéines d'un point de vue santé, mais ça j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que tu pourras retourner voir, et je citerai juste une de ces recherches que j'ai déjà regardées à cette époque, à savoir la recherche de Antonio et ses collègues de 2016, dans laquelle ils ont suivi des pratiquants qui consommaient de très fortes quantités de protéines, jusqu'à plus de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour, et ce pendant un an. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'à la fin, il n'y avait pas de problème de santé, que ce soit au niveau des reins, du foie ou des marqueurs sanguins. Et mieux encore, ces personnes qui avaient consommé plus de calories au total, vu qu'ils avaient plus de protéines que le groupe de contrôle, n'avaient pas pris de gras malgré ces calories en plus. Donc il semble bien que consommer beaucoup de protéines, ça a un impact positif en ce qui concerne la perte de gras. Et du coup, dans ces phases de sèche, ce que j'aime bien faire, c'est monter mes apports en calories pour être autour de 2,5 à 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines. Et la moyenne des gens s'en sortiront très bien entre 2 et 3 grammes a priori. Donc pour être sûr d'avoir ces quantités, tu peux utiliser une application comme MyFitnessPal qui te permettra de suivre facilement ce que tu manges et d'avoir comme ça ta quantité de protéines jour après jour. On arrive ensuite au deuxième point basé sur la science qui va te permettre de maintenir un maximum de muscles dans ces phases de sèche, et ça va être le fait de périodiser tes charges d'entraînement. Parce que très souvent, ce que j'observe, c'est des pratiquants qui vont baisser leur charge de travail pour faire plus de répétitions quand ils vont entrer dans ces phases de sèche. Et l'idée, c'est comme ça de brûler plus de calories pour sécher plus vite. Et certes, ça va te permettre peut-être de brûler un peu plus de calories pendant tes séances, mais le problème, c'est que ça va pas vraiment avoir un gros impact sur l'ensemble de ta sèche. Parce que finalement, les calories que tu brûles pendant tes séances, ça va représenter juste une toute petite partie de l'ensemble des calories que tu vas brûler sur le total de ta journée. Et finalement, l'important, ça va plus être ton métabolisme, ce que tu brûles à tout moment pour réussir à vraiment bien sécher. Et le fait de rajouter quelques répétitions en plus, un peu plus légères, ça va pas faire tellement de différence. Par contre, tu risques de perdre plus rapidement du muscle en faisant ça. Et dans ce sens, on retrouve une méta-analyse de 2017 de Schoenfeld et ses collègues qui ont regardé l'impact sur l'hypertrophie de charges lourdes comparées à des charges plus légères. Et ce qu'ils ont observé, c'est que certes, d'un point de vue prise de muscle, il n'y avait pas vraiment de différence dans les deux cas à partir du moment où on allait jusqu'à l'échec musculaire, mais que par contre, on observait une baisse de force pour les charges légères par rapport aux charges plus lourdes. Et ça veut dire que sur le moyen long terme, ça peut avoir des implications négatives vu qu'un des principaux
principaux facteurs d'hypertrophie, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique, le fait de mettre tes muscles sous tension avec des charges lourdes. Alors à court terme, le fait d'utiliser ces charges légères, ça ne devrait pas être trop lourd de conséquences. Par contre, si tu utilises ces charges légères de façon prolongée, ça risque d'avoir un impact négatif sur ce stimulus de l'hypertrophie. Ça veut dire que tu auras moins tendance à construire du muscle ou dans notre cas, à maintenir le muscle que tu as déjà construit dans cette phase de sèche. Donc ça peut être intéressant d'utiliser peut-être des charges légères, mais aussi des charges plus lourdes de temps en temps. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2017 de Helms et ses collègues qui ont fait le tour de la littérature autour du bodybuilding pour essayer de déterminer les grands principes d'entraînement qui permettaient aux bodybuilders naturels de progresser et qui ont mis en avant que le fait d'utiliser un système de périodisation, de faire varier ses poids de séance en séance, c'était plus efficace d'un point de vue hypertrophie que de ne pas avoir ces systèmes-là. Et ils mettaient même en avant que le fait d'utiliser une périodisation ondulatoire, où on change de type de charge sur chaque séance, c'était même supérieur aux périodisations de type linéaire, où on utilise les mêmes poids et les mêmes charges sur les séances d'une même semaine, mais en augmentant de semaine en semaine la charge tout en diminuant le nombre de répétitions. Donc nous, on préférera sur une même semaine utiliser plusieurs types de charges différentes, donc avoir des séances plus lourdes autour de 6-8 répétitions par exemple, des séances intermédiaires autour de 10-12 répétitions, des séances avec plus de répétitions encore autour de 12-15 répétitions. A priori, ça permettra de stimuler plus efficacement l'hypertrophie et donc de maintenir plus de muscles dans ces phases de déficit calorique. On arrive ensuite au troisième point qui permettra de maintenir un maximum de muscles dans ces phases de sèche et ce sera le fait de faire le bon type de cardio au bon moment. Parce que beaucoup de personnes, quand ils pensent sèche, ils pensent tout de suite cardio et ils se mettent à faire beaucoup de cardio, mais ils voient pas forcément de différence, voire ce qui arrive assez souvent, c'est qu'ils ont tendance à perdre beaucoup de muscles, parfois plus de muscles que de graisse. Et même ce que montre la science, c'est que si tu fais pas ce cardio de la bonne façon, ça peut avoir un impact très négatif sur ta prise de muscle et sur ta force. Ça a été entre autres mis en avant dans une étude de 2016 de Fife et ses collègues qui ont regardé l'impact de HIIT où on alterne donc des zones de forte intensité avec des périodes de repos comme 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos et ainsi de suite avec des périodes de cardio plus classiques, donc de façon plus prolongée. Par exemple, courir avec une intensité moyenne pendant 30 minutes ou 1 heure. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans les deux cas, en le faisant proche du moment où on s'entraîne, ça entraînait une baisse de la force. Et que les résultats étaient assez similaires entre ce cardio classique et ce HIIT, avec peut-être un petit peu moins d'effets négatifs au niveau de la prise de muscle dans le cas du HIIT, mais rien de très sensible. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça affectait juste le bas du corps. Ça veut dire que le fait de faire du cardio en utilisant les jambes, ça avait un impact négatif sur la force au niveau de ce bas du corps, mais pas sur le haut du corps. Aussi, dans une étude plus récente de 2018, Sabag et ses collègues ont mis en avant que ce HIIT, il avait un impact un peu moins négatif que ce cardio classique sur l'hypertrophie. Ils ont aussi retrouvé que le cardio de bas du corps, il n'avait pas d'impact sur le haut du corps, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que à partir du moment où on laissait 24 heures entre les phases de musculation et les phases de cardio, il n'y avait plus de problème. Et ça a été aussi mis en avant dans une étude de 2016 de Robineau et ses collègues qui ont comparé 3 groupes d'athlètes, avec un groupe qui faisait leur cardio et leur séance de musculation sans repos entre les deux, avec un groupe qui laissait 6 heures entre le cardio et la musculation, et un groupe qui laissait 24 heures entre ce cardio et cette musculation. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait un impact très négatif sur les différents facteurs de performance et la force au niveau du groupe qui enchaînait directement les deux activités, qu'il y avait un peu moins d'effets négatifs quand on laissait 6 heures, et qu'avec 24 heures d'écart, il n'y avait pas d'effet négatif lié au fait d'avoir cette musculation et ce cardio. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La première chose, c'est que si tu veux faire du cardio, il vaut mieux le mettre sur d'autres jours que tes jours de musculation. Par exemple, sur tes jours de repos. Au minimum, ce que tu peux faire, c'est essayer d'avoir ton cardio, donc qui va solliciter ton bas du corps de façon endurante, sur des jours où tu travailles pas tes jambes. Parce que apparemment, le fait d'avoir ce cardio au bas du corps, ça pose pas de problème sur l'hypertrophie du haut du corps. Ensuite, ce que tu peux aussi retenir, c'est qu'il semble que les entraînements de type HIIT aient un impact un peu moins négatif sur la rétention de muscles vis-à-vis du cardio classique de moyenne faible intensité. Donc il vaut peut-être mieux se tourner vers ça si tu as tendance à perdre beaucoup de muscles dans ces phases de sèche. Alors en résumé, la science montre qu'il y a un certain nombre de choses que tu peux faire pour conserver un maximum de muscles dans ces phases de sèche, et 3 de ces choses que j'utilise moi personnellement, ça va être 1, de monter la quantité de calories que je vais consommer dans ces phases de sèche, d'être entre 2 à 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines, 2, de périodiser tes charges de travail dans ces phases de sèche, donc de ne pas avoir juste des charges légères pour beaucoup de répétitions, mais de varier par exemple en faisant une périodisation ondulatoire entre différents types de charges au fil de la semaine, et enfin le 3e point, de faire le bon type de cardio au bon moment. Donc ça veut dire d'essayer de mettre tes séances de cardio sur des jours à part vis-à-vis de tes séances d'entraînement autant que possible, donc par exemple sur tes jours de repos, ou au moins d'essayer de le mettre sur des jours où tu travailles pas le bas du corps, parce que le fait de faire du cardio avec les jambes, ça devrait pas trop impacter le haut du corps.
Et en plus de ça, en favorisant du HIIT plutôt que du cardio classique, tu devrais un petit peu favoriser la rétention de muscles de cette manière. Donc si tu es en sèche, n'hésite pas à mettre en place ces 3 points. Pour t'aider à faire ça, je t'ai préparé une petite fiche résumée en PDF qui reprend tous ces points et quelques points bonus que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux aussi le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!